En boîte de nuit, la femme a plaisanté, j'échangerai mon mari contre un cocktail. La fille séduisante a répondu, marché conclu. Réchauffe-moi, chérie. La femme s'est levée d'un bond. Non. Ce seul mot s'est abattu sur la cuisine comme une tempête. Camille s'est figée en plein mouvement, ses talons claquant contre le carrelage alors qu'elle se tournait, sa pochette se balançant à son poignet comme une arme qu'elle n'avait pas encore décidé comment utiliser. Elle a haussé un sourcil parfaitement arqué. Pardon ? J'en avais fini de jouer à ces jeux. Tu ne sors pas seule ce soir. Elle a cligné des yeux une fois, lentement, puis a laissé échapper un rire sec, le genre de rire qui est censé paraître amusé mais qui est teinté de mépris. C'est une soirée entre filles, Julien. Je n'ai pas besoin de permission. Je me suis avancé. Il ne s'agit pas de permission. Il s'agit de respect. Et si tu en avais encore pour ce mariage, tu arrêterais de mentir sur l'endroit où tu vas. Sa mâchoire s'est crispée. Tu veux vraiment qu'on ait cette discussion maintenant ? Ce n'est pas moi qui ai commencé, mais je peux te jurer que je ne ferai plus semblant. Camille a levé les yeux au ciel et s'est tournée vers la porte. Je viens avec toi, ai-je dit d'un ton neutre. Cela l'a stoppée net. Elle s'est retournée brusquement, sa robe scintillant sous les lumières de la cuisine. Tu plaisantes. J'ai secoué la tête. Je veux voir exactement à quoi ressemble ce genre de soirée entre filles. Qui se pointe ? Qui te regarde entrer ? Son regard s'est durci. Tu es paranoïaque. Paranoïaque ? J'ai laissé échapper un souffle court. Tu es sorti plus souvent ces 3 dernières semaines que ces 3 dernières années. Tu détestais les boîtes de nuit. Maintenant, tu ne peux plus t'en passer. J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de toi, Julien. Alors sois honnête à ce sujet. Qui est-il ? La gifle n'est jamais venue, mais son silence a frappé plus fort. Elle a détourné le regard. J'ai dit, qui est-il ? Il n'y a personne d'autre, a-t-elle dit trop rapidement. Je me suis approché, baissant la voix. Répète-le en me regardant dans les yeux. Elle a tout fait sauf ça. Sa main a agrippé le comptoir, les jointures blêmes. Tu agis comme un fou. J'ai frappé du poing sur le granit. Le son a retenti dans la pièce. Elle a eu le souffle coupé. Ne lève pas la voix sur moi. Je n'ai rien levé, ai-je dit, d'une voix basse et assurée. Pas encore. Camille a dégluti difficilement, essayant de garder son masque intact. Mais je pouvais le voir, le changement dans ses yeux, la lueur de panique. Tu peux rester à la maison à bouder si tu veux, a-t-elle marmonné, se détournant à nouveau. J'ai attrapé ma veste sur la chaise et me suis placé pour bloquer la porte. On y va ensemble, ai-je dit. Ou pas du tout. Il y a eu une longue pause chargée. Puis, pour la première fois depuis des semaines, elle n'a pas eu de répartie. Je m'appelle Julien. J'ai 36 ans, né et élevé en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je construis des maisons pour gagner ma vie. Pas des casinos, pas des gratte-ciel, juste des maisons. De vraies maisons pour des gens qui prévoient d'y vieillir. Ce qui est drôle avec les maisons, cependant, c'est que peu importe la solidité de la charpente des murs, si les fondations sont fissurées, tout s'effondre. Camille était ma fondation. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans au barbecue d'un ami. Elle portait un jean blanc et souriait comme si elle connaissait tous les secrets du monde. Je suis tombé amoureux vite, très fort, et pendant un moment, j'ai cru avoir gagné au loto. Mais au cours des derniers mois, quelque chose en elle a changé. Elle a commencé à s'habiller différemment, à rire plus fort. Son téléphone était toujours retourné, toujours en silencieux. Ce soir, il ne s'agissait pas de la surprendre. Il s'agissait de trouver la clarté. Et si elle n'allait pas me donner la vérité, je la suivrais jusqu'à l'endroit où elle l'avait laissée. La voiture était trop silencieuse. On pourrait penser que Nice noirait tout sous son bruit, les klaxons, les lumières clignotantes, la musique s'échappant de chaque porte de casino. Mais à l'intérieur de l'habitacle, c'était comme si toute la ville avait pris une grande inspiration et l'avait retenue. Camille était assise sur le siège passager, les jambes étroitement croisées, les bras repliés comme une armure. Son téléphone reposait, écran vers le bas, sur ses genoux. Elle n'y avait pas touché une seule fois depuis que nous avions quitté l'allée. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste conduit. La promenade des Anglais était aussi animée que toujours, les néons se répandant sur le pare-brise par vagues, clignotant en rouge et bleu comme une sorte d'alarme.
Nous sommes passés devant les lumières de la promenade des Anglais, dansant comme si de rien n'était dans le monde. Des gens se rassemblaient sur les trottoirs en robes légères et costumes négligés, riant comme si leur vie était plus légère que la mienne ne l'avait jamais été. Mais dans notre voiture, l'air était de plomb. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Elle se mordait l'intérieur de la joue, quelque chose qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était nerveuse. J'avais vu ce même tic le jour où nous avons signé l'hypothèque, le jour où nous avons acheté notre premier chien, et même le jour de notre mariage. Mais maintenant, elle n'était pas nerveuse parce qu'elle faisait un grand saut avec moi. Elle était nerveuse parce qu'elle était déjà à moitié partie. « Tu es bien silencieuse », ai-je dit, ma voix plus désinvolte que je ne me sentais. Elle ne m'a pas regardé. « Que veux-tu que je dise ?» J'ai gardé les yeux sur la route. La vérité serait un bon début. Elle a laissé échapper un petit rire sec. « Tu penses que me suivre va changer quelque chose ? Je pense que ce soir va me montrer ce que tu essayais de cacher. » Elle a tourné son visage vers la fenêtre, les lèvres pincées. « Tu te ridiculises. » J'ai souri pour moi-même. Si je me trompe, alors ce sera la soirée la plus ennuyeuse de ma vie. Mais si j'ai raison. Sa mâchoire s'est contractée. Tu ne le es pas, je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Nous sommes passés devant l'étoile noire. Les lumières dorées scintillaient sur le capot de la voiture, projetant de longues ombres à l'intérieur du véhicule. Cela semblait symbolique, comme si la ville essayait de me montrer des reflets que je n'avais pas voulu voir. J'ai tendu la main vers la radio, je l'ai allumée, des grésillements, puis une explosion de musique pop, puis de nouveau le silence. C'était mieux ainsi. Camille a bougé sur son siège. Son talon a tapé une fois contre le sol très vite, nerveusement. Ses doigts ont retrouvé son téléphone, mais elle ne l'a pas déverrouillé, le tenant juste comme s'il pouvait la sauver de quelque chose. « Tu as peur que je voie quelque chose apparaître ?» ai-je demandé. « Non » a-t-elle lancé sèchement. « Je suis juste fatigué. » Fatigué de mentir ? Cela a provoqué une réaction. Elle s'est tournée brusquement vers moi, la voix basse et pleine de colère. Je n'ai pas menti. J'ai gardé les mains sur le volant. Tu ne m'as simplement pas dit toute la vérité. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, si. La voiture est retombée dans le silence. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge sur l'avenue Jean-Médecin. Dehors, des touristes passaient en bourdonnant, vêtus de boa emplumés de lunettes de soleil surdimensionnées, traînant des sacs de souvenirs et riant comme s'ils ne savaient pas que le monde pouvait s'effondrer en une seule phrase. Je les regardais, vraiment regardais. Il y avait des cernes sous ses yeux petits, légers, mais ils étaient là. Son rouge à lèvres était impeccable, sa robe trop moulante, trop parfaite pour une simple soirée. « Tu n'as pas l'air d'une femme qui va rire avec ses copines, » ai-je dit. Elle n'a pas répondu. Le feu est passé au vert. J'ai accéléré. « Je ne veux pas me disputer, » a-t-elle dit après une longue pause. « Pas en public. » Alors ne m'y force pas, sa tête est retombée contre le siège. « Mon Dieu, Julien, pourquoi n'as-tu pas pu rester à la maison ce soir ? » Parce que j'en ai marre d'être seul à la maison pendant que tu agis comme si je ne te suffisais pas, je n'avais pas voulu le dire comme ça, mais c'est sorti quand même. Brut. Vrai. Elle n'a pas répondu, n'a même pas tressailli. Elle a juste regardé par la fenêtre, son reflet la fixant à travers la vitre. Vide et magnifique. Alors que nous nous garions sur le parking de l'Étoile Noire, j'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était final. Elle s'est tournée vers moi, plus lentement cette fois. « Tu ne vas pas trouver ce que tu cherches. »« Je l'ai déjà trouvé, » ai-je dit. Et c'était vrai. Je n'avais pas vu de message texte, je n'avais pas lu de message, mais j'en avais assez vu dans son silence, dans son langage corporel, dans ce regard hanté. Elle ne savait pas que je pouvais la lire comme un livre ouvert. Camille est sortie sans un autre mot, ses talons claquant sur le bitume comme des coups de feu. J'ai suivi, et c'est ainsi que nous sommes entrés dans le feu. La basse a frappé comme un coup de poing dans la poitrine dès que nous sommes entrés dans la boîte de nuit l'Étoile Noire. Les lumières dansaient au rythme de la musique, des bleus, des violets, un éclair stroboscopique d'or tranchant à travers le brouillard. Chaque respiration semblait plus lourde, imprégnée de parfum, de sueur et de quelque chose d'acide sous le glamour. Camille marchait devant moi comme si elle était seule. Son dos était droit, ses hanches se balançant de manière un peu trop délibérée, comme si elle se donnait en spectacle pour quelqu'un que je ne pouvais pas encore voir.
Peut-être n'était-elle pas sûre qu'il soit déjà arrivé. Ses amis étaient déjà rassemblés autour d'une table haute près du fond. 3 femmes que je connaissais à peine, et un gars en t-shirt trop moulant qui riait avant même que son verre n'atteigne ses lèvres. Je les regardais se glisser dans leur cercle comme de la fumée. Sans effort, bruyante, radieuse. Elle ne m'a même pas présenté. L'une des femmes, une brune avec de faux cils et un sourire narquois qu'elle portait probablement depuis le lycée, m'a toisé de la tête aux pieds et a haussé un sourcil. Camille s'est penchée vers elle, chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis elle a rejeté la tête en arrière et a ri. Fort. Trop fort. J'échangerai mon mari contre un cocktail, a-t-elle crié. La table a éclaté de rire. Quelque chose en moi s'est brisé, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. Je suis juste resté là, les mains dans les poches, hochant la tête comme si j'avais entendu une blague dans une autre langue. Puis la voix est venue de derrière moi. Marché conclu, a roucoulé une femme, son ton chaud et enfumé. Réchauffe-moi, chérie. Avant que je puisse me retourner, elle a glissé sa main dans la mienne et m'a entraîné dans la foule. Elle avait des talons rouges, une robe comme un danger, des yeux qui ne posaient pas de questions, qui vous mettaient juste au défi de suivre. Je n'ai pas résisté. La voix de Camille a suivi, cassante et aiguë. Julien, attends. Qu'est-ce que tu... Mais j'étais déjà parti. Nous avons traversé la foule, nous faufilant entre les danseurs, les amants et les menteurs. La femme ne s'est pas arrêtée avant que nous soyons près du bar, loin des projecteurs, mais toujours visible. Exactement assez visible. Tu me dois un verre, a-t-elle dit, son souffle effleurant mon oreille comme de la soie. Merci pour ça, ai-je dit doucement. Elle a souri. Elle regarde. J'ai suivi son regard. Camille se tenait figée près de la table, son sourire avait disparu, sa posture était incertaine. Elle paraissait soudain plus petite, comme si sa scène s'était effondrée sous ses talons. La femme en rouge s'est appuyée sur le bar. La phrase qu'elle a utilisée. Très originale. On l'entend au moins 2 fois par soir. Elle ne plaisantait pas, je sais. Ses yeux se sont adoucis légèrement, puis se sont à nouveau aiguisés. Tu joues bien ton jeu, mais fais attention. Les femmes comme elle, elles brûlent lentement et accusent l'allumette. Je me suis tourné vers elle. Pourquoi m'as-tu aidé? Elle a haussé les épaules, faisant tourner la paille dans son verre intact. Parce que quelqu'un doit faire tomber la reine de son trône de temps en temps. J'ai ri sous cape. Tu fais toujours ça seulement quand ça en vaut la peine. J'ai tendu la main. Julien. Elle l'a serré. Morgane. Nous n'avons rien dit pendant un instant, laissant juste la musique battre entre nous. Puis j'ai regardé à nouveau vers la table de Camille. Elle ne riait plus. Morgane s'est penchée plus près, sa voix basse et certaine. Tu en auras besoin, Julien. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus froid, de plus concentré. Je ne suis pas resté parti longtemps, juste assez. Assez longtemps pour que Camille ressente l'absence, pour qu'elle marine dans son humiliation. Assez longtemps pour que ses amis commencent à chuchoter derrière leurs mains manucurées et fassent semblant de ne pas me suivre des yeux à travers la foule. Assez longtemps pour qu'elle réalise que cette fois, je n'attendrai pas d'être renvoyé. Morgane m'a offert un dernier regard avant de disparaître dans la masse dansante comme de la fumée. Pas d'au revoir, juste ce même sourire malicieux qui disait « À toi de jouer ». Je suis retourné vers la table. Elle était plus petite maintenant. Une amie s'était éloignée. Le gars au t-shirt moulant se penchait trop près, trop familier. Sa voix était basse, confiante, sa main reposant nonchalamment, intentionnellement sur la cuisse nue de Camille. Elle ne l'arrêtait pas. Ni par les mots, ni par le mouvement. Elle souriait, mais c'était le genre de sourire qui n'a l'air réel que dans le noir, le genre qui se fane à la lumière. Puis ses yeux ont trouvé les miens. Pendant une demi-seconde, elle s'est figée. Je n'ai pas dit un mot. J'ai marché droit vers la table, je me suis interposé sans hésitation et j'ai attrapé le poignet de l'homme. Il ne l'a pas vu venir. Ma poigne n'était pas violente, mais elle était ferme, intentionnelle, sans équivoque. Tu touches ma femme, ai-je dit, d'une voix froide et calme. Le gars a cligné des yeux, confus. Ouah. Et, désolé, mec. Je ne savais pas, tu savais. Sa tentative de se retirer a échoué.
Je n'ai pas lâché. Pas encore. Camille s'est redressée sur son siège, soudainement raide, son rire se brisant comme du verre bon marché. Julien, allons. Il ne pensait rien de mal. Pourtant, je n'ai pas bougé. J'ai gardé les yeux sur l'homme. Je voulais qu'il le sente, l'inconfort, le poids, l'avertissement. Il a réessayé. Écoute, c'était juste une blague. Ne touche pas la femme d'un autre homme, ai-je dit, d'une voix basse et égale. Même pas pour une blague. Il a finalement arraché sa main, marmonnant quelque chose dans sa barbe en reculant, attrapant son verre et disparaissant dans la foule comme un magicien qui aurait raté son tour. Camille s'est levée brusquement. Tu essaies de m'humilier? Non, ai-je dit assez fort pour qu'elle seule entende. Tu te débrouilles très bien toute seule pour ça. Son visage est devenu rouge, non pas de honte mais de cette fureur familière, celle qu'elle utilisait lorsque le contrôle lui échappait et qu'elle ne savait pas sur qui rejeter la faute. Tu es dramatique. J'ai penché la tête. Vraiment? Elle a attrapé sa pochette sur la table d'un geste sec et a commencé à marcher. J'ai suivi, mais pas parce que je la poursuivais. Je voulais juste voir ce qu'elle ferait ensuite. Nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule, la musique maintenant étouffée par le grondement du sang dans mes oreilles. Mes pensées n'étaient pas bruyantes. Elles étaient acérées comme des rasoirs, silencieuses comme une chute de neige. Une fois dehors, l'air nocturne nous a frappés, plus frais, plus pur. Camille s'est tournée vers moi, les yeux illuminés par un mélange de désespoir et de dédain. Tu essaies de me faire passer pour la méchante. Ça aussi, c'est toi qui le fais, ai-je dit. Elle m'a regardé, vraiment regardé, comme si elle essayait de comprendre qui j'étais à nouveau. Ce n'est pas celui que tu étais. Non, ai-je convenu. Ce ne l'est pas, elle a hésité, comme si elle allait dire autre chose. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est juste retournée, marchant d'un pas rapide vers le parking, ses talons résonnant bruyamment contre le béton. Et je l'ai laissée marcher devant parce que, pour la première fois, je n'essayais pas de la rattraper. Je regardais simplement quelqu'un me montrer qui il était vraiment. Nous n'avons pas parlé sur le chemin du retour. Le trajet était silencieux, pas comme avant, pas tendu ou amer, juste vide, comme si nous étions deux passagers dans une voiture dont aucun de nous ne se souvenait être monté. Elle regardait par la fenêtre, les bras croisés, les lèvres pincées. J'ai gardé les yeux sur la route. Pas de musique, pas de colère au volant, pas de questions. La promenade des Anglais s'est estompée derrière nous, les néons se fondant dans la mémoire. Bientôt, nous traversions des rues familières, des rangées de maisons soignées éclairées par des lumières de Porsche, des palmiers se balançant dans la brise marine. Notre quartier de Cimiez avait toujours été le genre d'endroit qui murmurait la stabilité. Maintenant, cela ressemblait à un mensonge dans lequel nous vivions tous les deux. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, elle n'a pas attendu que j'éteigne le moteur. Elle était sortie de la voiture avant même que je passe en position de stationnement, se dirigeant vers la porte d'entrée comme si elle ne supportait plus d'être près de moi une seconde de plus. Je l'ai regardée déverrouiller la porte et disparaître à l'intérieur. Je suis resté assis sur le siège du conducteur un peu plus longtemps. Quand je suis finalement entré, elle était déjà dans la chambre, se débarrassant de sa robe avec des gestes rapides et frustrés. Je suis passé devant elle sans un mot, j'ai attrapé un t-shirt dans le placard et je suis allé dormir sur les couvertures, le dos tourné, les yeux ouverts dans le noir. Elle n'a pas dit bonne nuit. Elle n'a même pas soupiré. Juste le silence, lourd et final. Le matin, c'était comme si rien ne s'était passé. Elle était déjà dans la cuisine quand je me suis levé, les cheveux attachés en arrière, son peignoir trop serré, le visage illisible. La machine à café bourdonnait doucement. Une seule assiette était posée sur le comptoir avec 2 tranches de pain grillé sec, intactes. Je suis entré, j'ai pris une tasse et je me suis versé du café. Aucun de nous n'a parlé pendant une longue minute. Puis je l'ai dit, prudemment, nonchalamment. C'était qui ce gars? Elle n'a pas tressailli. Elle a juste siroté son café, les yeux fixés sur le comptoir comme s'il détenait la réponse. Juste un ami, a-t-elle dit trop rapidement. Du yoga. J'ai hoché la tête lentement. Ah, le genre d'ami qui met sa main sur ta cuisse en public. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a pas levé les yeux. Tu interprètes les choses. J'ai laissé le silence s'étirer, la laissant le remplir d'inconfort. Tu me prends pour un imbécile, ai-je demandé, pas en colère, juste fatigué. Non, a-t-elle dit en posant sa tasse.
Je pense que tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. C'est là que je l'ai vu, le tressaillement, non pas dans sa voix mais dans sa mâchoire, un minuscule tic juste sous son oreille. Un réflexe qu'elle ne pouvait pas contrôler. Il n'apparaissait que lorsqu'elle mentait. Je l'avais déjà vu, une fois, des années auparavant, quand elle avait oublié de mentionner qu'elle avait croisé un ancien flirt à la fête de son bureau. Je me souvenais du regard, du changement, de la façon dont sa gorge se serrait comme si son corps le savait avant sa bouche. Alors je n'ai rien dit d'autre. Je me suis juste assis, j'ai pris une bouchée de pain grillé que je ne voulais pas, et je l'ai observé. Et c'est là que c'est devenu limpide. Elle n'allait pas avouer. Elle n'était même pas désolée. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était du calcul. Elle était sur la défensive, attendant de voir ce que je savais. Son mensonge n'était pas maladroit. Il était répété, comme si elle l'avait répété devant le miroir. J'ai regardé mon café. Il avait un goût amer, mais pas aussi amer que ce qui m'est venu à l'esprit ensuite. Parce qu'à cet instant, en la regardant éviter mon regard, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas voulu admettre, même à moi-même. Quoi que nous ayons eu, elle l'avait déjà laissé derrière elle. Et maintenant, c'était à moi de décider quoi faire de ce qui restait. Le lendemain, je suis allé à la banque. Je ne l'avais pas prévu en me réveillant. Ce n'était pas un grand plan. C'était juste quelque chose que j'ai fait, comme me brosser les dents ou lasser mes chaussures. Calme, mécanique. Mais il y avait une certaine finalité à cela. Je me suis assis en face du directeur de l'agence, un homme nommé Philippe qui se souvenait toujours de mon nom et me demandait comment avançaient les rénovations de la maison. J'ai répondu poliment, souri quand il le fallait et lui ai tendu ma carte d'identité. Puis je lui ai dit que je voulais restreindre l'accès à notre compte joint. Pas le geler, pas le vider, juste séparer les chemins, fixer de nouvelles limites, m'assurer que sa carte cesserait de fonctionner là où elle en avait l'habitude. Il n'a pas demandé pourquoi, et je n'ai pas expliqué. Il a cliqué sur son clavier, hochant la tête comme si c'était juste une demande habituelle du mardi. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de regret, pas de peur, juste une petite lueur de clarté, comme si une ligne avait été tracée dans le sable. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui la franchissais pour maintenir la paix. Ça n'a pas pris longtemps. Cet après-midi-là, Camille a déboulé dans mon bureau à la maison, en réalité, mais aujourd'hui, il ressemblait plus à une tranchée. Elle n'a pas frappé, a juste ouvert la porte en grand comme si elle avait des droits légaux sur mon air. Son visage était rouge, son maquillage avait coulé comme si elle s'était trop frotté les tempes. « As-tu touché au compte en banque ?» Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'étais en train de taper un courriel. J'ai terminé la phrase, cliqué sur envoyer, puis fermé mon ordinateur portable. « Oui », ai-je dit. Elle m'a regardé fixement comme si je venais d'avouer un crime. « Mais qu'est-ce qui te prend, Julien ?» Je me suis adossé à ma chaise. J'ai restreint l'accès joint. Cela signifie plus de retrait avec cette carte. Juste la tienne. Juste la mienne. Les bras croisés, la voix montant. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. C'est insensé. Tu es rancunier parce que je suis sorti. Parce que tu as menti, ai-je dit calmement. Parce qu'à chaque fois que je te demande la vérité, tu me sers un script bien rodé à la place. Elle faisait les 100 pas devant mon bureau comme un animal en cage. Et maintenant quoi? Tu veux me contrôler? Me punir? Non, ai-je dit. Je veux de la distance, des limites. Ce n'est pas un mariage. J'ai croisé son regard. Faire semblant non plus. Pendant une seconde, elle s'est figée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que cette phrase la frappe aussi fort. Puis elle a ricané, comme si se moquer de moi pouvait émousser la lame. Tu es dramatique. J'ai failli en rire. Presque. Tu sais ce qui est dramatique, Camille, ai-je dit. Flirter avec des inconnus devant ton mari, rire de m'échanger contre un cocktail. Ça, c'est dramatique. Elle a laissé tomber ses bras. C'était une blague. Non, ai-je dit doucement. C'était un message. Tu ne pensais simplement pas que je l'entendrais. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, puis s'est arrêtée. Je pouvais à nouveau voir le calcul derrière ses yeux, des réécritures mentales rapides de la scène, cherchant un moyen de la retourner en sa faveur, une version des événements où elle était toujours la victime. Mais cette fois,
je ne lui laissais pas l'espace pour réécrire le script. Elle a réessayé, plus doucement maintenant. Tu me fais du mal sans raison. J'ai secoué la tête. Non, je m'assure juste que les dégâts ne sont pas à sens unique. Son visage s'est décomposé, seulement pour une seconde. Puis le masque est revenu en place. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit en se tournant vers la porte. Je n'ai pas répondu, ne l'ai pas arrêté, ne l'ai pas poursuivi. Elle est sortie comme elle l'avait toujours fait, s'attendant à ce que je la suive. Mais je suis resté là où j'étais. Pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais pas. Je choisissais. Et cela faisait toute la différence. Elle est rentrée tard le soir suivant. J'étais assis dans le salon depuis plus d'une heure, les lumières éteintes, juste la faible lueur de la télévision projetant des ombres ternes sur les murs. Ne regardant pas, juste attendant, mais pas de la manière habituelle. Pas avec angoisse, avec décision. À 21h17, j'ai entendu le bruit familier des talons sur le porche, le tintement métallique de ses clés, puis un clic, un gigotement, un autre clic. Elle a réessayé, puis une pause, et enfin le son de son poing contre la porte, sec, irrité. Je me suis levé, j'ai ouvert lentement. Elle avait l'air différente dehors, vulnérable. Pas de projecteur, pas de public, juste Camille et son incrédulité. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle lancé sèchement, brandissant ses clés comme si elles étaient cassées. Pourquoi la serrure ne marche pas? Je l'ai changée. Son expression n'a pas changé au début, comme si son cerveau ne pouvait pas tout à fait traiter la phrase. Quoi? J'ai changé les serrures. Elle a ri. Tu plaisantes. Je me suis reculé pour qu'elle puisse voir ce qui était derrière moi, sa valise. Elle était posée près des escaliers, zippée, debout, avec ses initiales brodées en or. Je l'avais faite avec soin non pas pour être cruel, pour être propre. Ses yeux sont tombés dessus, puis se sont lentement levés pour croiser les miens. Tu me mets dehors. Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas une question. C'était une réaction. Julien, tu ne peux pas être sérieux. Je t'ai demandé la vérité, ai-je dit doucement. Plus d'une fois. Elle s'est avancée. Il n'y a pas de vérité à dire. Alors pourquoi es-tu là à paniquer? Elle est restée immobile. La panique n'était pas bruyante. Elle était dans son souffle, ses yeux, ses mains tremblantes qu'elle a immédiatement fourrées dans les poches de son manteau. Je ne t'ai pas trompé, a-t-elle chuchoté. Je le jure. Mais tu continues de mentir comme si tu l'avais fait. Celle-là l'a touché en plein cœur. Je t'aime, a-t-elle dit soudainement, désespérément. Tu es juste confus, contrarié. J'allais être juste, les jeux interrompus. J'allais attendre que tu me le dises, et nous aurions géré ça comme des adultes. Peut-être que nous aurions pu arranger les choses. Peut-être pas, mais maintenant. Je me suis penché, j'ai soulevé la valise et je suis sorti. Elle a fait un petit pas en arrière alors que je la posais doucement à côté d'elle. Tu n'as même pas de preuves, a-t-elle sifflé. C'est de la folie. C'est de la paranoïa. J'ai la paix. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est plus précieux qu'une preuve. Puis j'ai fermé la porte. Pas claqué, juste fermé. Silencieuse, certaine. À l'intérieur, je me suis appuyé contre le cadre, le cœur battant. Pas de rage, de libération. Dehors, je pouvais l'entendre faire les 100 pas, marmonner, appeler mon nom comme s'il avait encore du pouvoir. Mais elle n'était plus en contrôle. Et je n'avais pas peur du silence. Je l'accueillais. La maison était silencieuse maintenant. Pas le genre de silence qui ressemble à de la tension ou à des séquelles, mais le genre qui vous permet enfin d'entendre vos propres pensées. Et les miennes n'étaient pas en colère. Elles étaient chirurgicales. Pendant les jours suivants, j'ai à peine quitté mon bureau. Je n'ai pas appelé d'amis. Je ne suis pas retourné sur le chantier. J'ai laissé le monde dériver pendant que j'ouvrais toutes les portes numériques que je pouvais trouver. Ça a commencé simplement en vérifiant la géolocalisation de la boîte de nuit sur les réseaux sociaux. Camille n'était pas du genre à publier publiquement, mais quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Les gens prennent des photos de tout de nos jours, des verres, des chaussures, des inconnus en arrière-plan. Alors, j'ai fait défiler. Jour après jour, même club, mêmes angles de prise de vue bas et sourires écrasés par le flash. La balise de l'étoile noire était une mine d'or de chaos, des photos floues par le mouvement,
des gens à moitié visibles derrière des cocktails. Mais je ne cherchais pas le glamour. Je cherchais un faux pas, un accident, une ombre. Je l'ai trouvé la 5e nuit. C'était une photo granuleuse, à peine cadrée. La personne qui l'avait prise l'avait légendée, Mardi de folie, MDR, avec une série d'émojis. Il y avait 6 personnes sur la photo, la plupart floues en pleine danse, mais dans le coin en haut à droite, à peine nette, elle. Camille. Pressée contre le même homme que j'avais vu ce soir-là. Sa main n'était pas sur sa cuisse cette fois. Elle était autour de sa taille. Leur bouche était collée, à moitié cachée par son épaule, mais pas assez pour qu'on puisse se tromper. L'horodatage indiquait il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, elle était rentrée tard et avait dit la phrase qu'elle utilisait toujours, juste un verre avec les filles. Il y a 2 semaines, je lui avais préparé le petit déjeuner le lendemain matin, l'avais embrassé sur la joue et lui avais demandé comment s'était passée sa soirée. Il y a 2 semaines, elle avait menti sans hésitation. J'ai regardé la photo pendant des heures, non pas parce que j'avais besoin de plus de preuves, mais parce que je ne ressentais pas ce que je pensais ressentir. Pas d'explosion de rage, pas de moment de verre brisé, juste cette confirmation profonde et stable. C'était comme regarder une blessure former une croûte après des jours de saignement. Ce baiser sur la photo, ce n'était pas de la passion. Ce n'était même pas du désir. C'était de la négligence. Il n'avait même pas pris la peine de se cacher, pas vraiment. Juste une autre scène jetable dans une ville qui oublie votre nom le lendemain matin. Et j'ai su à ce moment-là que la Camille que j'aimais ne reviendrait pas, parce que la Camille que j'aimais ne se serait jamais laissée devenir cette femme. La trahison ne ressemblait plus à du feu. Elle ressemblait à un brouillard qui se lève. J'ai imprimé la photo, juste une copie, en noir et blanc. L'image était encore plus floue hors de l'écran, mais cela la rendait presque plus accablante. Elle n'avait pas besoin d'être claire. La vérité n'avait pas besoin de haute résolution. Elle avait juste besoin d'être réelle. Et maintenant, elle l'était. Elle est revenue une semaine plus tard. C'était juste après le coucher du soleil. Le ciel au-dessus de Nice avait la couleur d'une pêche meurtrie, doux et lent, comme si la ville s'excusait de la force avec laquelle elle frappe quand on n'est pas prêt. J'ai entendu frapper avant de la voir. Pas un coup violent, pas un martèlement désespéré, juste un rythme doux et régulier. Comme si elle avait peur que je ne réponde pas, mais encore plus peur que je le fasse. J'ai ouvert la porte. Elle était là. Camille se tenait là, dans un cardigan trop fin pour novembre, les bras croisés, les yeux rouges. Son maquillage avait coulé, ses cheveux étaient attachés comme si elle n'avait pas bien dormi. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir. Pas physiquement, juste dégonflée. On peut parler, a-t-elle demandé, la voix rauque. Je n'ai rien dit, je me suis juste écarté. Elle est entrée comme quelqu'un entrant dans une salle d'audience, pas dans une maison. Ses yeux ont balayé la pièce comme si elle ne la reconnaissait plus. Le canapé était au même endroit. Les photos du couloir n'avaient pas changé, mais le silence, ça, c'était nouveau. Elle s'est assise à la table de la cuisine, la même où elle avait autrefois ri autour de plats à emporter et de verres tardifs, où elle m'avait menti en pleine face à propos de « juste des amis du yoga ». Maintenant, elle avait l'air d'être assise sur une chaise de clous. « J'ai tout gâché », a-t-elle dit doucement. J'ai attendu. Pas d'interruption, pas d'incitation. La laisser creuser sa propre tombe. C'était une seule nuit, a-t-elle dit, la voix brisée. Je jure que ça ne signifiait rien. J'étais juste seul, ivre et stupide. Elle a attendu que je réagisse. Je ne l'ai pas fait. Son souffle s'est bloqué. Julien, je ne suis pas revenu pour demander une seconde chance. Je suis revenu pour m'excuser. Je ne savais pas à quel point j'avais laissé les choses aller jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Trop tard pourquoi? Ai-je demandé. Elle a dégluti. Trop tard pour arranger ça. Pour l'annuler. J'ai hoché la tête lentement. Puis j'ai fouillé dans le tiroir à côté de moi et j'en ai sorti une seule feuille de papier. L'impression. Je l'ai fait glisser sur la table. Elle a baissé les yeux, et son visage est devenu blême. Ce n'était pas dramatique. Elle n'a pas haleté, n'a pas pleuré. Elle s'est juste affaissée comme si on lui avait retiré l'air. J'allais rendre les choses faciles, ai-je dit doucement. Si tu m'avais dit la vérité quand je te l'ai demandé juste une fois, j'aurais laissé ça se terminer proprement. Justement. Respectueusement.
Ses doigts tremblaient alors qu'elle repoussait la photo. J'avais peur. Non, ai-je dit. Tu étais arrogante. Tu pensais pouvoir déjouer la vérité. Tu pensais que je ne la trouverais pas. Ou pire, tu pensais que je ne voudrais pas la trouver. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je me suis levé, je suis allé au comptoir latéral, j'ai pris une enveloppe Kraft et je l'ai posée sur la table à côté de la photo. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, à peine plus qu'un murmure. Les papiers du divorce, ai-je dit. Déjà rédigés. Je les dépose demain matin. Sa voix s'est brisée. Julien, s'il te plaît. Non. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu as menti quand je t'ai donné des chances. Tu as ri quand tu aurais dû t'excuser. Et maintenant que les lumières sont éteintes et que la musique est partie, maintenant tu te souviens comment être désolé. Elle s'est levée brusquement, les larmes montant. Je n'ai rien sans toi. Ce n'est pas ma faute, ai-je dit. C'est ce que tu as construit pendant que j'essayais encore de construire une vie avec toi. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'était pas le genre de pleurs qui demande le pardon. C'était le genre qui réalise que la manipulation a cessé de fonctionner. Tu as dit que tu m'aimais, a-t-elle étouffé. C'est vrai, ai-je dit. C'est pour ça que je t'ai donné tant de chance. Mais l'amour sans la vérité? C'est juste de l'autodestruction. Elle m'a regardé fixement, le mascara ayant coulé, le souffle court. J'espère qu'un jour tu comprendras de quoi tu fuyais vraiment, ai-je dit. Parce que ce n'était pas moi. Je l'ai raccompagnée à la porte. Elle n'a pas résisté, ne s'est pas retournée, est juste sortie dans le froid, tremblante, et a disparu dans le noir. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée derrière elle. Cette fois, cela ressemblait à une conclusion. Pas de la vengeance, pas de la colère, juste une libération. Les salles d'audience sont des endroits étranges. Elles sont censées être une affaire de fait. De loi, de raison froide et impartiale. Mais alors que je me tenais devant ce banc en bois, le cœur battant dans mes oreilles, cela ne semblait pas clinique. Cela ressemblait à des funérailles. Camille était assise de rang devant, ses cheveux parfaitement coiffés, son blazer trop rigide, comme si elle s'habillait pour la rédemption. Mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte comme si elle attendait qu'un miracle entre en trombe et réécrive la fin. Il n'est pas venu. Morgane, si. Elle est montée à la barre des témoins avec un calme qui a fait se raidir Camille. Vêtue de manière professionnelle, les yeux vifs et la voix claire, elle a répondu aux questions de l'avocat sans sourciller. Oui, j'étais là le soir en question. Oui, j'ai vu Camille Andrew avec l'homme sur la photo. Non, ça n'avait pas l'air d'une erreur. Puis est venue la vidéo, celle que Morgane avait filmée des semaines plus tôt, presque pour plaisanter. Pas pour faire chanter, pas pour piéger, juste pour documenter un moment dans un lieu où la vérité et les mensonges dansaient côte à côte. Le juge a regardé en silence. Pas de halètement, pas de drame, juste le bourdonnement sec de la lecture et l'image indéniable de Camille se penchant, tirant l'homme plus près, ses lèvres effleurant son cou comme s'il était un secret avec lequel elle voulait être vue. Mon avocat n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Camille n'a pas parlé non plus. Il n'y avait plus rien à dire. Le juge a statué en ma faveur. Partage des biens. Prestations compensatoires annulées. Pleine discrétion financière me revenant. Je ne l'ai pas regardé en quittant la salle d'audience. Pas parce que je voulais être froid, mais parce qu'il n'y avait rien dans son expression que je n'avais pas déjà survécu. Dehors, le soleil était trop vif pour l'humeur que je portais. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit. Pas à la maison, pas au travail, juste dehors. Sur le boulevard Gambetta, devant les magasins, les restaurants, les stations-service où j'avais l'habitude d'acheter des fleurs quand je croyais encore que les surprises pouvaient sauver quelque chose de cassé. La ville bourdonnait autour de moi, des touristes riant, des locaux en pause déjeuner, des taxis se faufilant entre les voies comme s'ils avaient un meilleur endroit où aller. Mais à l'intérieur de mon camion, il n'y avait que le silence. Pas de la solitude, pas de la tristesse, juste de l'immobilité. Le genre qui vient après une longue tempête quand on se rend compte que le toit a tenu. Peut-être qu'il a fui, peut-être qu'il s'est plié, mais il ne s'est pas cassé. Je n'étais pas brisé. Et cela importait plus que tout. La maison n'avait jamais semblé aussi silencieuse. Pas vide, juste immobile. Il y a une différence. Le vide résonne.
L'immobilité écoute. Un jour s'était écoulé depuis l'audience. Je n'avais pas allumé la télévision. Je n'avais pas répondu aux messages textes. Je me suis juste laissé respirer sans jouer un rôle. Fini les postures. Fini de prétendre que je ne savais pas ce que je savais. Je sirotais un café à la table de la cuisine, le même îlot en granit où tant de mensonges avaient atterri entre nous, quand on a frappé. Pas pressé, juste présent. J'ai posé ma tasse, m'attendant à moitié à trouver un livreur ou un voisin égaré, mais quand j'ai ouvert la porte, c'était elle. Morgane. Elle ne portait pas de talons rouges cette fois. Pas d'eyeliner charbonneux. Juste un jean, un pull doux, et ce même demi-sourire entendu. J'espère que je n'interromps pas ta glorieuse solitude de célibataire, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Je ne t'attendais pas, elle a haussé les épaules. J'étais dans le coin. Je me suis dit que j'allais te rendre l'appareil. Quel pareil? Cette nuit-là, a-t-elle dit. Tu lui as donné matière à réflexion. J'ai pensé que je ferais de même pour toi. Je me suis écarté. Tu veux entrer? Elle est passée devant moi, examinant l'endroit comme quelqu'un qui revisite une vieille scène. Ses yeux se sont posés sur l'endroit où se trouvait la valise, puis ont dérivé vers la tasse de café sur le comptoir. Elle a souri. Ça a l'air différent à la lumière du jour. C'est vrai, ai-je dit. Elle s'est assise en face de moi à l'îlot, ses doigts tambourinant légèrement sur la surface. Tu as mieux géré ça que la plupart des gens ne l'auraient fait. Je n'ai pas crié, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose que de gérer. Non, a-t-elle dit en me regardant. Mais tu ne t'es pas perdu. J'ai fixé mon café, silencieux. Puis elle a demandé, et maintenant? J'y ai réfléchi. Au silence des matins, au calme des nuits, à l'espace qu'elle remplissait de bruit, de demandes, de plaintes, de conversations anodines qui avaient toujours une tournure inattendue à la fin. Je pense que je vais repeindre le salon, ai-je dit finalement. Vendre le canapé 2 places. Peut-être construire un atelier à l'arrière. Elle a souri. C'est une façon de guérir. Nous sommes restés assis là un moment, à parler. Pas d'elle, pas de Camille, juste de la vie, du travail, de l'absurdité de la musique de club avant minuit. Et d'une manière ou d'une autre, le silence dans la pièce ne semblait pas froid. Il semblait chaleureux, comme une possibilité. Elle s'est levée après un moment, époussetant une peluche inexistante de son pull. Je devrais y aller, mais je suis contente que tu respires plus facilement. Je l'ai raccompagnée à la porte. Elle s'est arrêtée, à regarder en arrière. Si jamais tu veux passer au club, a-t-elle dit, peut-être voir à quoi ça ressemble quand il ne s'agit pas de faire semblant. Fais-moi savoir. J'ai souri. Je pourrais bien accepter ta proposition. Puis elle est partie, et la maison était de nouveau silencieuse. Mais plus immobile. Plus maintenant.